Le Qatar détient aussi plusieurs participations dans des fleurons de l'industrie française, comme entre autres Total, Veolia ou Vinci. Ouais, c'est extrait d'un reportage de France 5, musique un peu anxiogène, un petit peu quand même. Ah oui, oui, mais ils mettent la musique qui va bien derrière. Il y a le PSG, les grands hôtels. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Mais le Qatar, c'est aussi des parts, on l'a entendu, dans les entreprises du CAC 40, 5% chez Total, 5,3% chez Vinci, 16,7% depuis peu chez Lagardère. L'Émirat a également investi dans la société InVivo, qui réunit 223 coopératives agricoles et un peu plus de 300 000 exploitants. Selon les chiffres diffusés par le service de presse du Premier ministre qatari en 2015, tu le disais, le pays, le Qatar, faisait vivre 10 000 personnes en France. Au total, entre 2008 et 2015, dernier chiffre disponible, le Qatar a investi à peu près plus de 12 milliards d'euros dans l'Hexagone. Allez, je vous demande d'accueillir mon invité, Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Vous publiez Qatar, vérités interdites, un émirat au bord de l'implosion. Alors d'abord, vous allez m'expliquer ce que vous, diplômé de Sciences Po, grand reporter, vous êtes allé faire au Qatar. Vous étiez en reportage, je crois, pour Arte, me semble-t-il. Oui, je suis parti au Qatar tout à fait par hasard. C'est-à-dire que j'étais en reportage au début en fait des printemps arabes. J'étais au Caire en reportage avec mon caméraman Pierre Cresson. Nous avons été lynchés. Et bon, je l'explique dans le livre. Je n'avais plus la possibilité physique, si vous voulez, de retourner sur le terrain. Vous lâchez ça comme ça, lynché par qui? Par des policiers, des manifestants Alors écoutez, moi en Égypte, j'ai été lynché des deux côtés. On a été lynché le premier jour par des sympathisants de l'organisation des frères musulmans, l'organisation islamiste des frères musulmans, et on a repris le lendemain. Et là, ce coup-ci, c'était des policiers militaires, donc des gens qui travaillaient pour l'État. Donc j'ai vu les deux côtés. Toujours est-il que je pouvais pas retourner faire des reportages de guerre. J'étais physiquement abîmé. J'ai eu l'opportunité en fait de partir quelques jours au Qatar pour faire du consulting, conseiller notamment les dirigeants en fait de la chaîne nationale QTV, Qatar Television, qui voulaient réorganiser leur rédaction magazine et documentaire en s'inspirant de la French Touch. D'accord. Et donc du coup, vous êtes arrivé là-bas à Doha. Et vous y êtes resté. Et oui, alors j'y suis resté parce que les gens que j'ai rencontrés étaient des gens tout à fait passionnants. J'ai rencontré des gens qui se qualifient de progressistes, donc ces gens qui sont plutôt ouverts sur l'Occident, qui sont plutôt ouverts sur la France, qui étaient très 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 francophiles et pour certains francophones, et qui m'ont donné carte blanche pour travailler pendant 3 ans à créer les rédactions que j'avais envie de créer, avec quand même une condition sine qua non qui était surtout, tu ne parles pas de la famille royale, tu ne parles pas de la religion, le reste, tu peux tout faire. Et en effet, j'ai pu tout faire, à l'exception de ces deux choses. D'accord. Dites-moi, comment est née l'idée de ce livre? Vous avez publié, je le disais, Qatar, vérités interdites. Vérités interdites, c'est un titre fort. Vous commencez le livre en vous disant je vais en dire du mal, je vais en dire du bien en prenant le contre-pied de tout ce qui se dit en France, parce qu'en France on aime bien vomir sur le Qatar. C'est une activité qui a beaucoup de passionnés. Quelle est la ligne éditoriale? Écoutez, à l'origine, j'avais pas du tout l'intention d'en faire ce livre. À l'origine, je voulais parler en fait de ma fascination pour le Qatar, pour le Golfe. En tant que journaliste, j'ai couvert beaucoup cette région-là depuis 20 ans. Et le Qatar m'a aussi fasciné, je dois le reconnaître, mais en tenant en fait un carnet, une sorte de carnet de route, de journal quotidien. J'ai beaucoup filmé aussi pendant que j'étais là-bas. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire le livre, en relisant mes notes, en regardant les images que j'avais tournées, que j'avais quand même été confronté très souvent à un système administratif très chaotique, pour ne pas dire bordélique. J'avais touché du doigt aussi les fragilités administratives, j'en parlais, mais les fragilités aussi qui sont parfois financières, dont on ne parle pas. C'est un peu ça, ma vérité interdite. Et aussi les divisions, les fractures qu'il y a au sein de la société qatari. Vu de France, vu d'Europe, on voit le Qatar comme un pays qui est un pays puissant, financièrement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aussi une puissance diplomatique. Doha, la capitale du Qatar, est devenue un véritable hub diplomatique ces dernières années. Je raconte d'ailleurs notamment comment les diplomates américains négocient à Doha la libération d'un soldat pris en otage par les talibans. Tout ça se passe là-bas. Et donc ça donne une image du Qatar, une image de toute puissance qui ne correspond pas en tout cas à la réalité à laquelle moi j'ai eu affaire. Et donc effectivement, en puisant dans mes notes, ma ligne éditoriale, pour reprendre votre terme, a un petit peu évolué. Donc
J'ai compris. Emmanuel Razavi, on va attaquer tout de suite là où ça fait mal. Le principal reproche qui est fait aux Qataris aujourd'hui, depuis longtemps déjà, c'est d'investir un peu partout en Europe, en France, mais aussi dans les autres pays européens, aux États-Unis, et en même temps, ce pays moderne, compatible avec les démocraties occidentales, de financer des activités plus souterraines, en l'occurrence des activités terroristes. Voilà, j'ai mis les pieds dans le plat, c'est ce qu'on entend assez fréquemment, en tout cas, pour moi qui ne suis pas un expert, sur les antennes de télévision, de radio, et ce qu'on peut lire dans les journaux. Vrai, pas vrai, exagéré, plus compliqué que ça? Alors, c'est vrai et c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le Qatar, ça ne vous a pas échappé, est un pays minuscule. Le Qatar compte à peu près 250 000 Qataris pour plus de 2 millions d'expatriés. Et les autres, ils viennent d'où, les autres? Alors les autres en général viennent d'Europe, des États-Unis, d'Angleterre, mais aussi pour les travailleurs, je dirais, sur les chantiers, viennent notamment en fait du Népal, du Pakistan. Vous avez dans tout le personnel hôtelier des gens qui viennent très souvent d'Inde, qui viennent aussi du Maghreb. D'accord. Tout ça fait que le Qatar aujourd'hui voit finalement ses entreprises fonctionner, je dirais grâce aux expatriés en l'occurrence, ce qui le fragilise. Les Qataris n'aiment pas travailler. Les Qataris perçoivent le travail comme une chose plutôt assez négative. Moi, lorsque j'étais là-bas, j'ai eu à former des Qataris. Je les voyais 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis ils disparaissaient dans la nature pendant 1 mois. Ils revenaient donc très difficile. Mais pour en venir à la question du terrorisme en fait, et de l'islamisme, le Qatar, si vous voulez, a joué la carte de la diplomatie à tout va et des alliances à tout va. C'est un pays qui est entouré, en fait, qui est encerclé par l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, des pays évidemment qui ne lui veulent pas que du bien. Pour faire court, l'Arabie Saoudite considère que le Qatar devrait être une province de l'Arabie Saoudite ou tout au moins un État vassal. C'est ce que je raconte dans le livre. C'est une petite île, il faut rappeler à ceux qui ne le savent pas. C'est une presqu'île, voilà. C'est une presqu'île minuscule. Toute petite, oui. On la compare, on dit souvent qu'elle est à peine plus grande que la Corse, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, les Émirats Arabes Unis considèrent que le Qatar devrait faire partie en fait de leur fédération d'émirats. Donc le Qatar a besoin de s'acheter des alliances. Alors comment s'achète-t-il ces alliances? En investissant à tout va en France notamment, mais surtout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en France, c'est un petit investisseur, surtout dans des pays comme le Royaume-Uni, aux États-Unis. Ce qui m'a foi... Juste, attends, Rémi, redis-moi la totalité des investissements du Qatar en France. Les chiffres 2008-2015, plus de 12 milliards d'euros, et à titre comparatif, on parle du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est 46 milliards. Oui, 4 fois, allez, on va dire 4 fois plus. En fait, on n'a pas des relations particulièrement privilégiées, nous, Français, avec les Qataris. Les Anglais pourraient, par exemple, revendiquer des relations beaucoup plus privilégiées que les nôtres, même si... Mais il y a toute une part de fantasme, je parlais de fascination, mais aussi de fantasme autour du Qatar. Alors bien sûr, ce fantasme est lié évidemment à la problématique du financement en fait de l'islamisme et du terrorisme. Donc oui, Doha, dans son jeu, je dirais stratégique d'alliance à tout va, a beaucoup finance encore beaucoup l'organisation des frères musulmans. Doha a financé le Hamas en Palestine, enfin à Gaza. Doha accueille régulièrement des congrès des frères musulmans. Donc Doha, oui, finance l'islamisme. Je dirais que Doha surtout soutient en fait l'islamisme. On a connaissance des rapports du Trésor américain qui citent des noms de fondations, de personnes, mais aussi de fondations qatariennes qui ont financé à un moment ou à un autre des islamistes levant des fonds, notamment pour Daesh ou pour Al-Qaïda. Donc ça, c'est une réalité. On a les preuves. Attendez, oui, c'est quand même, c'est pas anodin. S'ils financent de façon directe ou indirecte Daesh. Alors c'est plutôt de façon indirecte. C'est-à-dire voilà, ce sont très souvent en fait des familles, des grandes familles conservatrices qataries qui vont financer via des intermédiaires des organisations islamistes. C'est le cas en Syrie, je parlais en fait d'Al-Qaïda ou du Front Al-Nosra, donc ça c'est une réalité. Et c'est tout le problème d'ailleurs de ce livre-là, c'est que quand je l'ai commencé, je ne voulais pas en faire un livre à charge, d'ailleurs je pense qu'il n'est pas à charge, mais en même temps je suis journaliste, donc je suis obligé quand même d'aller chercher les faits là où ils sont. Et aujourd'hui on a une relation, je dirais l'Occident a une relation très ambiguë avec le Qatar, parce que on a affaire à un pays qui est à la fois un allié, mais qui en même temps subventionne nos ennemis. Et en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, il y a moins d'un mois de cela, le président Macron, dans le cadre d'une interview, lui-même disait que le Qatar avait financé, comme l'Arabie Saoudite, avait financé l'islamisme et le terrorisme. Donc aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Donc, comment gère-t-on la relation avec ce pays qui est très ambigu, qui a 2 facettes? C'est la vraie question.
Il est 14h25. Dans quelques instants, je serai avec Leïla qui m'appelle du département du Rhône de Vaux-en-Velin. Les votes. Eh bien, pour le moment, vous êtes 65% à ne pas partager ton avis, Eric, et à ne pas être ravi que les Qataris investissent en France. À tout de suite, mesdames, messieurs. On parlera également du PSG. À tout de suite. Ah oui. 13h, 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Il est 14h29 quand même. Emmanuel Razavi, vous qui publiez aux éditions L'Artilleur Qatar, Vérités Interdites, quand même. Je vous ai laissé passer un truc là, mais pendant la pub, je me suis dit non, faut revenir là-dessus. Vous disiez tout à l'heure, après 3 ans au Qatar, j'ai pris la mesure d'une chose, c'est que les Qataris ne travaillent pas, ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire des choses, ils sont plein de projets. Finalement, dans la lignée d'ailleurs de ce que fait l'Émir, Tamim, c'est une société, c'est un peuple assez visionnaire, mais la problématique, c'est que quand il faut commencer, je dirais, à poser les pierres pour construire la maison, il n'y a plus personne. Alors ça vient d'une problématique. Là, on tombe un peu dans la sociologie et l'économie du pays. C'est que les familles touchent des allocations. Quand vous naissez au Qatar, vous avez une allocation en fait mensuelle. Donc évidemment, quand vous touchez de l'argent sans rien faire, sans avoir besoin de travailler, ça vous encourage pas. Évidemment, vous retroussez les manches. Et c'est le problème auquel a affaire le Qatar, mais également tous ces expatriés qui viennent d'Occident, du Maghreb ou du Proche-Orient, qui viennent travailler, mais aussi former des Qataris. C'est que les Qataris à former, on les trouve très difficilement. Et quand on les trouve, comme je le disais tout à l'heure, en général, ils ne restent pas. La réalité, c'est que les Qataris veulent être actionnaires, veulent être dirigeants, sans passer, devenir dirigeant dans une entreprise, c'est initiatique, on ne devient pas dirigeant du jour au lendemain. Voilà, et ils ne veulent pas passer par, je dirais, toutes ces phases de transition qui font un bon dirigeant. Bon, alors, Leïla m'appelle. Bonjour Leïla. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Oui, bien, et toi, Eric? Ça fait plaisir de t'entendre, Leïla. Ah, c'est gentil, merci. On se tutoie long comme le bras, mesdames, messieurs, parce que je suis allé il y a quelque temps faire mon émission à Vaux-en-Velin, chez Leïla. Il va falloir qu'on reprenne d'ailleurs, mon Rémi, ces petites délocalisations. C'était très bien. Bon, vraiment Leïla, tu souhaites réagir. Alors, moi, je dis que c'est bon que les Qataris investissent en France. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, Eric, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très bien que les Qataris investissent en France. Surtout, ils investissent, je pense, surtout dans la pierre, si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais vu ça et lu ça il y a quelques temps. Et moi je trouve ça très bien. Ça peut être générateur d'emplois également. Et puis combien d'emplois, mon Rémi? Combien d'emplois? Selon le Premier ministre qatari, 10 000 personnes aujourd'hui vivent. Tu sais, Leïla, via le Qatar. Moi, je vais te dire un truc. Après, je te rends le micro, Leïla. Très souvent, j'ai des copains, quand je dis ça, qui me disent comment, mais c'est un État qui finance aussi le terrorisme. Et en réalité, voilà l'argument que je leur donne. C'est une petite presqu'île, le Qatar, où il y a des familles. Et où en réalité, ces familles sont très divisées. Il y a énormément de familles qui sont des familles progressistes, tournées vers l'Occident, qui investissent en Occident. C'est le cas, par exemple, de celles qui sont francophiles, anglophiles. Et puis, il y a des gens qui ont un regard différent sur la vie politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui financent des mouvements qui eux-mêmes financent le terrorisme. C'est ça qu'on peut dire. En réalité, sont des familles différentes. Je me tourne vers Emmanuel Razavi juste une seconde. Non, mais je pense parce qu'en réalité, très bien résumé. Voilà, quand moi je dis le Qatar c'est bien, c'est des familles qataries qui aiment la France sincèrement et qui n'ont pas celle-là forcément envie de soutenir le terrorisme. Le Qatar est un pays qui est coupé en deux. D'abord et d'une, le Qatar c'est un pays tribal, c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Et au sein des tribus, il y a des familles. Les familles souvent forment des clans. Donc tout ça est très très complexe à aborder. Et effectivement, une partie de la société qatari, notamment chez les jeunes d'ailleurs, est plutôt progressiste, tournée vers le monde, plutôt avide d'ailleurs d'échanges avec l'Occident. Ouais. Beaucoup de jeunes qataris vont étudier à Londres, en France, aux États-Unis, et rentrent dans leur pays justement avec, je dirais, cette connaissance, parfois cette affection, cet amour de l'Occident. Mais la réalité, l'autre facette, c'est qu'il y a aussi des conservateurs qui sont en général assez durs, plutôt tournés vers l'Arabie Saoudite et qui, à l'inverse, détestent l'Occident. Voilà, c'est ça. Voilà. Le double visage du Qatar. Leïla. Exactement. Alors moi, tu sais, Eric, je suis partie au Qatar il y a déjà plus de 10 ans. En ce temps-là, pas beaucoup de gens y allaient. Tu sais ce qui m'a frappé là-bas, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec ton interlocuteur. J'ai rencontré des jeunes, bon, j'étais plus jeune, j'ai rencontré des jeunes qui parlaient français. Des jeunes Qataris qui parlaient français.
Ouais, D'accord. Ouais. Donc d'une, de deux, les femmes conduisaient au Qatar, chose qu'elles ne faisaient pas en Arabie Saoudite. Oui. D'accord. Donc Voilà. Non, mais c'est des petites choses qui moi occidentale, m'ont interrogée. Tu vois, j'ai rencontré des gens qui étaient somme toute assez ouverts, réellement, qui justement m'ont accueilli à bras ouverts parce que j'étais française, parce qu'ils aimaient cette culture, parce qu'ils avaient soif d'apprendre, etc. Et en contrepartie, on sent cette jeune génération qui parfois peut être totalement en opposition avec l'ancienne génération, le tout sur fond de guerre avec l'Arabie Saoudite. Il faut pas l'oublier, ça. Il faut pas l'oublier. Donc, moi, je pense que le Qatar est une chance pour la France, peut-être une chance pour la France, pour la scène internationale, réellement. Il faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sont nos meilleurs ennemis. Je le dis. Et pour nous, même pour nous, musulmans de France, Français musulmans, l'Arabie Saoudite sont nos meilleurs ennemis, réellement. Leïla, restez en ligne. On va prendre tout de suite Alexandre Delval. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IPAG à Paris, École supérieure de commerce et Subdeco, et vous avez publié un bouquin qui fait référence d'ailleurs, Les vrais ennemis de l'Occident, aux éditions L'Artilleur également. Alexandre, vous écoutiez Leïla à l'instant, vous avez envie de rebondir sur ce qu'elle dit? Oui, ce que je voulais dire, c'est que le Qatar ne peut pas être vanté comme un exemple juste parce que les femmes peuvent conduire. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont financé le terrorisme et où les femmes peuvent conduire. Là, je pense vraiment que c'est pas du tout un argument. Deuxièmement, l'histoire des familles. C'est vrai qu'il y a des familles différentes, mais c'est pas uniquement certaines familles isolées qui ont ouvert des ambassades ou des réseaux de discussion avec les terroristes talibans ou Shebab en Somalie ou qui financent le Hamas. C'est la politique officielle de cet État. Cet État est avec l'Iran le plus grand financier non seulement de la nébuleuse des frères musulmans qui est contre l'intégration des musulmans en Europe et qui agit de manière subversive, mais c'est aussi un financier de certains mouvements terroristes. Et là, je répète, c'est pas quelques familles isolées. L'État du Qatar finance, aide le Hamas, le mouvement terroriste palestinien qui envoie des commandos suicides contre des enfants juifs un peu partout depuis des années. Donc je pense qu'il faut quand même garder raison. Et c'est pas parce que l'Arabie Saoudite est le pire ennemi qui a financé encore plus de mouvements islamistes, ça ne veut pas dire que le vilain petit Qatar... Alexandre, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est gentil. Alexandre, je vous écoute. Comment est-ce possible alors? Le Qatar est avec l'Arabie Saoudite l'un des deux plus grands financiers des mouvements terroristes sunnites dans le monde. Donc, vous êtes aussi radical que ça. C'est-à-dire que sur les maillots du PSG, en réalité, flotte l'étendard d'un État terroriste pour vous. Mais c'est pas ça. Moi, j'avais parlé de tout cela d'ailleurs dans votre émission, mais aussi chez Monsieur Hardisson. J'avais échangé ensuite avec des officiels qataris qui m'avaient expliqué. Vous savez, nous, on a une tradition d'accueil quand il y a des terroristes chez nous, parce que j'avais donné un certain nombre de noms. Par tradition d'accueil, on peut pas les expulser. Non, mais comment voulez-vous accorder la moindre crédibilité à un État dont des officiels diplomates vous disent par tradition bédouine, nous, on n'expulse pas les terroristes une fois qu'on les a accueillis. Je pense que là, on a des pays qui se foutent de nous, littéralement. Alors, autant l'Arabie Saoudite, finalement, elle a un jeu très franc, le Qatar a un jeu beaucoup plus fourbe, mais c'est le même wahhabisme qu'elle promeut dans le monde, c'est le même islam standard salafiste. Ce que dit Razavi, c'est qu'il n'y a pas d'État véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bien sûr. Il y a une famille... Il y a une politique des émirs. Vous savez que le père de l'actuel émir a été remercié en partie parce que les pays arabes ne supportaient plus le financement des frères musulmans. Moi, ce qui me choque, c'est que aujourd'hui l'Europe est plus pro-frères musulmans et plus pro-Qatar que de nombreux États arabes. Aujourd'hui, il y a une coalition d'États arabes et de forces arabes pour lutter contre ce fascisme islamique. Les frères musulmans, c'est l'origine de tout le mal islamiste sunnite. Et nous, en France, on dit du bien du Qatar et on trouve, en plus, les investissements qataris en France sont moindres par rapport à ceux des Émirats arabes unis. On n'a pas besoin du Qatar pour créer des emplois. Ça, c'est une fable. Et enfin, en ce qui concerne le foot, vous savez ce que m'a dit un jour un officiel qatari, votre religion, c'est le foot. C'est pour ça qu'on investit dans le foot, parce que ça va vous faire plaisir. En fait, pour vous faire plaisir, pourquoi? Pour faire oublier que nous sommes un État qui finance le terrorisme islamiste dans le monde.
Vous faites la réalité. Vous faites partie des gens qui disent plutôt Téhéran que Doha. Même pas. Je dirais que c'est la même. D'ailleurs, ils sont très amis. Hein. Ils sont très amis. Téhéran, ou plutôt l'Iran est un allié, bien entendu, au niveau civilisationnel. Ça peut être un allié. Mais le régime iranien est un régime pro-terroriste qui finance le Hamas et aussi le Hezbollah et plein d'organisations terroristes. C'est Khomeini avec sa révolution islamique qui a inauguré cette mode qui consiste à enrégimenter tout le monde musulman et à créer une guerre de civilisation. Le Qatar est partie prenante de cette aventure puisque les frères musulmans, c'est l'organisation sunnite qui est la plus proche de la psychologie de la révolution islamique iranienne. Il y a d'ailleurs, et Razavi le connaît très bien ce thème, il y a une grande influence des frères musulmans d'ailleurs sur la pensée khoméiniste. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il y a aujourd'hui un totalitarisme islamiste multiforme, mais qui est en guerre contre la civilisation occidentale et contre les musulmans modérés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus grand ennemi du Qatar, c'est pas un pays occidental, parce que nos classes politiques sont achetées par le Qatar. Vous savez que l'Assemblée nationale a voté une loi spéciale pour les Qataris. Vous payez des impôts si vous vendez un bien résidence secondaire, mais pas un Qatari. Mais c'est absolument scandaleux. Moi, je suis sidéré qu'on ne soit pas plus scandalisé par cela. Parce que cette disposition fiscale, le Qatar achète des clubs de foot, mais aussi des hommes politiques chaque jour. Vous savez que Chirac est allé 9 fois pendant son mandat en visite au Qatar. Madame Rachida Dati, elle allait 3 fois par mois. Est-ce qu'une garde des Sceaux, elle doit aller 3 fois par mois au Qatar, franchement? Bon, on est en plein dans cet aspect sulfureux du Qatar. On est sur RMC non plus pas parler de la Coupe du Monde de foot 2022 et aussi du scandale, enfin en tout cas de l'enquête qui porte actuellement sur le président de beIN Sport et du PSG sur l'achat des droits télé pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Il y a cet aspect-là aussi. On peut parler d'enrichissement personnel, de corruption. Alors, écoutez, moi je pense que... C'est un État foncièrement corrupteur. Tout le monde sait qu'il y a des malversations absolument gigantesques pour cette histoire de Coupe du Monde au Qatar est en soi déjà une aberration et un scandale. Mais un pays qui a beaucoup d'argent peut acheter et faire taire beaucoup de gens. Oui, alors après, je suis pas sûr que le Qatar soit le premier pays organisateur de la Coupe du Monde qui soit impliqué dans un scandale de corruption. Mais ce qui est important, alors je suis pas un spécialiste du foot, mais en ayant un peu enquêté, en ayant interviewé justement des spécialistes du football, ces histoires-là ne se posent pas, en fait, ces questions-là ne se posent pas pour la première fois avec le Qatar. Mais en revanche, là où Alexandre Delval a raison très clairement, c'est que oui, le Qatar a une politique de soutien des frères musulmans. Là, pour le coup, sur le soutien des organisations qui prônent l'islam politique, en l'occurrence, c'est une logique d'État, c'est une stratégie d'État. Ça, c'est une réalité. Bien sûr, c'est pas des familles isolées. Voilà. Après, concernant la corruption, je pense qu'on a une façon d'appréhender les choses qui est quand même très très loin de la réalité. Corruption, peut-être y a-t-il, et ça c'est à la justice d'en décider, c'est pas à moi de le dire. En revanche, au Qatar, acheter ce que l'on appellerait ici donner un dessous de table au Qatar, c'est normal dans la culture bédouine, c'est normal de faire des cadeaux. Dans la culture bédouine, quand on veut remporter une victoire, quelle qu'elle soit, quand on veut remporter un marché, eh bien, écoutez, il y a des échanges, on fait des cadeaux. Voilà. Évidemment, chez nous, ce n'est pas admis. Voilà. Heureusement, d'ailleurs, que ce n'est pas admis. Mais là, on fait face à quelque chose de culturel. Et moi, je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que les Qataris sont très emmerdés là-dessus parce qu'ils ont fonctionné avec leur logique en Occident, d'accord, sans comprendre comment fonctionner notre justice, comment fonctionner tout simplement notre psyché dans le monde des affaires. Et là, c'est la planète Mars qui rencontre la planète Terre. Je le dis à dessein parce que souvent au Qatar, on surnomme en fait Doha la planète Mars pour ces raisons-là. C'est une réalité. Mais il y a plus grave, le Qatar voulait investir dans Areva, le fleuron nucléaire français. Et il a fallu l'intervention de Fillon et de Madame Lauvergeon, in extremis, pour que ce pays n'ait pas un pays qui finance le terrorisme et les frères musulmans a failli rentrer dans le capital d'Areva. Dans certaines démocraties occidentales, ce serait absolument inconcevable. Et c'est la vraie question. Moi, je pense que nous sommes trop vulnérables par rapport à certains États qui peuvent acheter et pénétrer des fleurons stratégiques. Vous imaginez en termes de prolifération, Alexandre Delval, le tropisme, comment je pourrais dire, moderniste qui caractérise Doha et le Qatar au regard de l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il ne vous rend pas optimiste finalement? Est-ce que finalement vous dites que finalement ces gens
vont comprendre que soutenir le terrorisme comme ils l'ont fait, c'est un acte qui appartient au passé, c'est absurde. Ceux qui ont fait cela sont dans le camp des perdants, et l'avenir de cette partie du monde sunnite, du monde arabe, c'est l'Europe, et c'est une politique plus moderne tournée vers l'Europe. Vous pensez pas que les modernes vont gagner? Malheureusement, je n'ai pas votre optimisme. Je veux dire pourquoi. Quand j'ai entendu tout à l'heure les jeunes, mais c'est ça aussi, c'est des lieux communs, c'est des fantasmes occidentaux. Les jeunes, les femmes vont nous sauver. Au Qatar, il y a autant de jeunes extrémistes que de vieux extrémistes que moi. Et même souvent, c'est des gens très très jeunes qui sont dans l'extrémisme. Et en plus, le fait d'aller étudier à l'étranger, comme beaucoup de fils d'émirs qataris, de princes qataris ou de riches qataris, ça ne veut rien dire. N'oubliez pas que l'un des idéologues du djihadisme issu des frères musulmans, Saïd Qutb, il est devenu radical en rentrant des États-Unis. On a plein de cas. Ranouchi, le chef de Ennahda en Tunisie, il est devenu radical après avoir séjourné en Occident. Khomeini également. Tout ça est vrai, Alexandre. Et le dictateur nord-coréen, qui a fait ses études en Suisse. En Occident, étudier dans les grandes écoles n'est absolument pas une garantie de modernité. J'ai entendu des choses, je m'excuse de le dire, mais très très naïves. Nous sommes d'ailleurs en général très naïfs par rapport à des bédouins qui savent très bien manier la ruse de guerre, qui est d'ailleurs permise dans la charia. Le mensonge envers le mécréant est permis dans la charia. Tout ça, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, Les vrais ennemis de l'Occident. Nous avons affaire à des gens qui ont un double jeu, et permanent. D'ailleurs, on a même des Qataris qui ont financé des djihadistes contre notre propre armée au Mali, alors que nous équipons militairement le Qatar et on lui vend des mirages. Enfin, c'est aberrant. Non. Moi, je pense que nos hommes politiques manquent en matière de sécurité, ne servent pas nos intérêts avec ce genre d'alliés. Avec des alliés comme ça, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Emmanuel Razavi. Écoutez, moi je pense encore une fois qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que raconte Alexandre Delval. Toutefois, moi je suis plus nuancé quand même sur une chose, c'est que le Qatar, mais comme n'importe quel pays, ne constitue pas, enfin la société qatari ne constitue pas en fait un bloc. Encore une fois, c'est une société qui est extrêmement divisée. Donc oui, il a raison, Alexandre, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas être allié avec un pays finalement qui soutient des gens qui vont contre nos valeurs. J'en reviens encore une fois aux frères musulmans. Parler d'Al-Nosra, enfin, on combat ces gens-là aujourd'hui au Levant. Ce sont des groupes terroristes. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. En revanche, cette société, encore une fois, elle est protéiforme. Il y a plusieurs réalités. C'est très compliqué. Ces jeunes qui reviennent, par exemple, d'Occident et qui reviennent s'installer en fait au Qatar, sont souvent pris en otage par leurs familles, qui sont plus conservatrices. Ils se surnomment eux-mêmes, j'en parle dans le livre, la génération perdue, the lost generation, parce qu'ils savent plus où donner de la tête. L'un des Qataris que j'ai longuement interviewé, qui avait fait ses études aux États-Unis, me raconte: je suis parti là-bas, je suis resté 5 ans là-bas, j'ai appris à boire de l'alcool, à faire la fête, à draguer des filles. Lorsque je suis rentré à Doha, du jour au lendemain, ma famille m'a dit qu'elle allait me choisir une épouse. Et là, tout son monde s'est écroulé. Il me disait, j'ai pas compris pourquoi on m'a envoyé aux États-Unis étudier. C'était censé m'ouvrir, et lorsque je suis revenu, on m'a fait retourner finalement à ce que j'étais avant. Donc tout ça crée bien évidemment une sorte de prise d'otage chez ces jeunes-là, mais en même temps une réflexion. Donc moi aujourd'hui, je regarde le Qatar de façon assez méfiante, c'est vrai, mais aussi de façon assez, j'essaye, équilibrée. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Razavi. Merci infiniment. Vous publiez Qatar, vérités interdites chez l'Artilleur. Merci également à Alexandre Delval qui était avec nous au téléphone, qui publie lui Les vrais ennemis de l'Occident chez l'Artilleur également. Il est 14h40.